Il y a des matchs où le score dit déjà beaucoup, et puis il y a des matchs où le score écrase presque tout le reste. Ce Manchester City-Liverpool, franchement, fait partie de cela. Quand tu prends 4-0 en quart de finale de FA Cup, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot pendant 10 minutes pour comprendre que tu as pris une vraie gifle. Mais ce qui rend ce match encore plus violent, c'est qu'il ne raconte pas seulement une défaite lourde de Liverpool. Il raconte aussi une équipe de Manchester City qui a senti le moment, qui a absorbé un début de match plutôt correct de son adversaire, puis qui a frappé avec un calme et une brutalité de très grande équipe. Et il raconte un Liverpool qui a probablement livré ses meilleures intentions pendant une bonne demi-heure avant de se saborder sur des détails puis de totalement s'effondrer. Le match s'est joué à l'Etihad Stadium le samedi 4 avril. Manchester City s'est imposé 4-0 pour filer en demi-finale de la FA Cup pour la 8e saison de suite. Et ce simple constat suffit déjà à te faire comprendre qu'on n'a pas assisté à un accident isolé, mais à une démonstration de puissance à un moment clé de la saison. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur ce Manchester City-Liverpool. Et très honnêtement, c'est un match qui fait mal à Liverpool à plusieurs niveaux. D'abord parce qu'il sort de la compétition sur une claque. Ensuite, parce qu'il confirme une dynamique franchement inquiétante pour l'équipe d'Arne Slot, qui n'a gagné que 2 de ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et qui arrive désormais avec une énorme pression avant son quart de finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Mais ce qui me gêne encore plus pour Liverpool, c'est que cette défaite ne tombe pas après une non-match totale du début à la fin. Non. Elle tombe après un début de rencontre où, sincèrement, Liverpool n'était pas ridicule du tout. Il y avait de l'intensité, des sorties intéressantes, des enchaînements qui faisaient reculer City et même plusieurs situations qui auraient pu totalement changer la physionomie du match. C'est pour ça que ce 4-0 est terrible. Parce qu'il ne punit pas seulement un niveau trop faible. Il punit surtout une incapacité à convertir le temps fort et derrière une fragilité défensive qui fait qu'au très haut niveau, tout s'écroule en quelques minutes. City, lui, a été exactement l'inverse. Moins brillant en début de match, mais infiniment plus réaliste, plus calme, plus tueur. Et ça fait toute la différence entre une équipe qui subit sans paniquer et une équipe qui joue bien pendant 30 minutes avant de disparaître. Parce qu'il faut être honnête, pendant le premier gros tiers du match, Liverpool a plutôt bien joué. Ugo Ekitike a eu une première situation, Dominique Szoboszlai a pu se mettre en position, Mohamed Salah a eu une occasion très intéressante et globalement, tu voyais un Liverpool qui essayait de se présenter avec du rythme, avec des courses, avec l'idée de ne pas subir la loi de City tout de suite. Et c'est précisément là où ce match devient fascinant à analyser. Parce que City n'a pas paniqué. Guardiola n'était pas sur le banc, mais son équipe a joué comme une équipe qui connaît parfaitement ce type de scénario. Elle a laissé passer l'orage, elle a accepté d'être un peu bousculée, elle a vu Liverpool manquer ses moments et elle a attendu la faille. Dans ces matchs-là, il y a souvent une équipe qui a les occasions et une autre qui a le contrôle émotionnel. Et cet après-midi, Liverpool a eu davantage de promesses en début de match, mais City a gardé le contrôle émotionnel du rendez-vous. Moi, c'est ça qui me frappe le plus, parce que même quand Liverpool avait des séquences intéressantes, j'ai jamais eu le sentiment que City perdait le fil. Les Citizens restaient en place, restaient froids, continuaient à chercher leur sortie de balle et surtout, ils avaient ce trio offensif capable de mettre le feu à n'importe quel moment. Quant à Haaland, Semenyo et Cherki dans un bon jour, tu n'as pas besoin de dominer 30 minutes pour changer un match. Tu as juste besoin d'une fissure. Et la première fissure, City l'a trouvée avec Nico O'Reilly. Il faut vraiment parler de Nico O'Reilly parce que pour moi, il fait partie des joueurs qui ont fait basculer la rencontre même sans être la tête d'affiche du score final. C'est lui qui obtient le penalty à la 39e minute après la faute de Virgil van Dijk. Et cette action-là est très importante parce qu'elle résume tout ce qui a commencé à déraper côté Liverpool. Sur le coup, Van Dijk se jette un peu. Il arrive avec une forme de précipitation. Il donne à City ce qu'il fallait surtout pas lui donner. Une ouverture. Haaland transforme derrière avec un sang-froid total. Et à partir de là, le match change de température. Avant le penalty, Liverpool pouvait encore croire qu'il gérait à peu près son après-midi malgré quelques alertes. Après le penalty, tu sens tout de suite que City a trouvé son premier appui mental. Et ce que j'aime chez les grandes équipes, c'est leur capacité à flairer l'instant où l'adversaire vacille. City a flairé ça immédiatement. O'Reilly, encore lui, a continué à peser, à se projeter, à offrir une solution dans des zones où Liverpool avait du mal à bien défendre. Il sera aussi décisif plus tard sur le 4e but avec la passe pour Haaland. Et franchement, dans un match où tant de joueurs offensifs ont brillé, il ne faut pas sous-estimer la contribution d'un joueur comme lui. Il a fait très mal sans forcément monopoliser toute la lumière. Et dans une équipe de Guardiola, ces profils-là sont souvent essentiels parce qu'ils donnent à la machine des relais inattendus. Et ensuite, il y a Haaland. Et là, il faut juste dire les choses clairement. Quand Haaland est dans cet état-là, City change complètement de dimension.
Son penalty d'abord est clinique. Son deuxième but dans le temps additionnel de la première période est encore plus révélateur. Sur un centre de Semenyo, il surgit devant Konaté et place une tête parfaite. Et là, honnêtement, pour Liverpool, c'est presque le vrai coup de massue parce qu'encaisser le premier, ça peut encore se corriger à la pause. Encaisser le deuxième juste avant de rentrer au vestiaire, après avoir plutôt bien commencé le match, c'est un énorme coup psychologique. Et ce qui m'impressionne toujours chez Haaland, c'est sa faculté à rendre ses actions presque simples alors qu'elles détruisent un match. Le penalty, il le prend avec une tranquillité glaciale. La tête, elle est prise avec un timing et une lecture de trajectoire de très haut niveau. Le troisième but, à la 57e minute, après la passe d'O'Reilly, il le termine avec la violence d'un vrai serial buteur sous la barre. 3 buts, 3 manières différentes de faire mal et une impression générale de puissance tranquille. On a beaucoup parlé de saisons irrégulières ou de moments un peu plus calmes chez lui, mais ce match rappelle pourquoi City peut encore rêver très grand sur la fin d'exercice. Quand Haaland se remet à punir comme ça, tout redevient possible. Et c'est pas seulement le triplé qui compte, c'est le sentiment qu'il a remis la terreur au centre du projet offensif de City. Quand Liverpool regardait dans la dernière demi-heure, tu voyais une équipe qui savait qu'au moindre espace, au moindre ballon propre, il pouvait encore tuer le match une 4e fois. Mais si Haaland a terminé le travail, pour moi, les 2 joueurs qui ont donné à City ce côté imprévisible et cruel dans le jeu, ce sont Antoine Semenyo et Ryan Cherki. Et là, il faut vraiment prendre le temps d'en parler parce que les 2 ont été essentiels dans la démolition progressive de Liverpool. Semenyo, d'abord, c'est un match très fort. Son centre pour le deuxième but est excellent. Sa course et sa finition sur le troisième but, 5 minutes après la pause, sont celles d'un joueur en pleine confiance. Cherki, ensuite, c'est l'homme du désordre créatif. Le genre de joueur qui n'a pas besoin de faire 15 gestes pour te sortir de ta structure. Il a cette capacité à porter le ballon, à fixer, à trouver la passe qui fait mal. C'est lui qui sert Semenyo sur le troisième but. Et sur l'ensemble du match, sa relation avec le côté gauche de City a été une vraie source de problème pour Liverpool. Moi, ce que j'ai aimé dans leur complémentarité, c'est que City n'a pas attaqué uniquement de manière mécanique. Il y avait de la variété. Doku a eu plus de mal, d'accord? Mais de l'autre côté, Semenyo et Cherki ont fait vivre un enfer à la défense rouge parce qu'ils mélangeaient vitesse, technique et lecture du moment. Tu avais l'impression que dès que City cassait la première ligne, quelque chose pouvait arriver et c'est ça qui a complètement asphyxié Liverpool après le premier but. Parce qu'une fois que le doute s'installe, affronter des joueurs capables d'attaquer aussi vite les espaces, c'est presque ingérable. Et City l'a compris. Après le premier but, il a plus simplement joué au football. Il a senti le sang. Je veux aussi insister sur James Trafford parce que son match n'est pas celui d'un gardien bombardé, mais il a eu les gestes qu'il fallait quand il fallait. En première période, il n'a pas eu un travail monstrueux, mais il a dû rester vigilant. Et surtout, en deuxième période, au moment où Liverpool pouvait encore espérer un peu, il sort l'arrêt sur le penalty de Salah. Et là, franchement, ça tue définitivement le suspense. À 4-0, certains diront que ça change rien, mais moi, je suis pas d'accord. Un penalty transformé, ça ne remet peut-être pas Liverpool dans le match au sens strict, mais ça peut réouvrir un tout petit peu l'émotion du stade, relancer un espoir irrationnel, forcer City à rejouer sérieusement pendant 15 minutes de plus. Trafford enlève tout ça, il dit non, on reste dans notre après-midi, parfait. Et je trouve que c'est un geste très important pour un gardien, parce qu'il n'a pas seulement fait un arrêt, il a fermé la porte. Et dans les grands parcours de coupe, il y a toujours un moment où le gardien doit envoyer ce message-là à tout le monde. Non, aujourd'hui, rien ne rentrera. Trafford l'a fait et il faut le créditer pour ça. Plus largement, je trouve aussi que sa présence rassure énormément la ligne défensive. City a parfois eu des soucis dans ce registre ces derniers mois, mais là, à domicile, dans ce quart de finale, le gardien était propre, sobre, autoritaire dans ce qu'il avait à faire. Et dans une équipe qui a autant de maîtrise offensive, avoir cette sécurité derrière rend l'ensemble encore plus impressionnant. Du côté de Liverpool, maintenant, il faut se poser les vraies questions sans tomber dans l'excès. Est-ce que tout a été ajouté? Non. Et c'est précisément ce qui rend ce résultat aussi frustrant pour eux. Parce qu'avant l'ouverture du score, il y avait des choses cohérentes. Ekitike a été actif, Salah a eu des situations, Jones a essayé d'apporter de la propreté, et même dans les couloirs, il y a eu quelques séquences intéressantes. Le problème, c'est que Liverpool n'a pas su faire exister ses bonnes minutes au tableau d'affichage, et contre City, si tu laisses passer tes moments, tu te fais détruire. C'est aussi simple que ça. Ekitike, justement, symbolise bien ce paradoxe. Dans le contenu, il n'a pas fait un match vide. Il a bougé, il a proposé, il a essayé de lier, mais dans la finition et dans le poids réel sur le score, il n'a pas assez puni. Or, un attaquant à ce niveau-là, dans ce type de match, est jugé sur ça. Salah, lui, c'est encore plus dur à lire parce qu'il a eu des opportunités, il a été trouvé, mais il a été sans inspiration, puis il manque son penalty. Et là,
forcément, toute la lecture de son match devient terrible. Quand un joueur de ce statut-là passe à côté dans un choc pareil, ça pèse double. Ça pèse parce que tu attends la différence de lui et ça pèse parce que autour de lui, l'équipe a besoin d'un guide quand elle commence à couler. Salah n'a été ni l'un ni l'autre ce samedi. Et c'est un vrai problème pour Liverpool. Je vais être encore plus direct sur Virgil van Dijk parce qu'un capitaine de ce niveau-là ne peut pas sortir un match comme ça sans être interrogé. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il est le seul responsable de la déroute. Ce serait absurde. Mais la faute sur O'Reilly change le match. Et derrière, son positionnement sur certaines actions, notamment celle du troisième but, pose question. Semenyo part, Van Dijk est mal placé, Mamardashvili est lobé, et à ce moment-là, le match bascule de la défaite lourde vers l'humiliation pure. Ce qui me gêne, c'est moins l'erreur isolée que l'impression générale laissée par la défense de Liverpool dès que City a accéléré. Tu avais le sentiment que chaque attaque placée ou transition rapide de City pouvait devenir une occasion immense. Et ça, pour une équipe supposée venir rivaliser à l'Etihad, c'est trop. Konaté, lui aussi, souffre sur le deuxième but face à Haaland. Mamardashvili n'a pas été aidé. Les latéraux ont été souvent étirés. Et globalement, la ligne défensive a perdu ses repères dès que la première vague d'attaque de City passait. C'est exactement ce que Slot a reconnu après le match. Pendant les 35 premières minutes, il y avait des choses à aimer, mais sur la période où Liverpool encaisse les 4 buts, le niveau défensif n'était pas acceptable. Et je trouve que cette lecture est juste. Le problème n'est pas d'avoir perdu quelques duels. Le problème, c'est d'avoir cessé de défendre avec l'exigence d'un très grand club dès que le match est devenu brûlant. Là où ce match devient encore plus inquiétant pour Liverpool, c'est dans ce que Slot lui-même a pointé après la rencontre. La perte du fighting spirit dans le début de deuxième période. Et ça, c'est très grave. Parce qu'on peut vivre une défaite tactique. On peut vivre un jour où l'adversaire te punit sur ton inefficacité. Mais perdre la volonté de gagner les duels, de fermer les centres, d'être premier sur les seconds ballons, ça, c'est un signal beaucoup plus profond. C'est ça qui doit inquiéter avant le PSG. Parce que Paris, dans un autre style, va poser beaucoup de problèmes athlétiques et techniques. Si Liverpool défend les grands rendez-vous européens comme il a défendu pendant ces 10 ou 15 minutes à l'Etihad, ça peut faire très mal. Et c'est justement là où le contexte global pèse de plus en plus sur Arne Slot. On n'est plus seulement dans une mauvaise journée. On est dans une équipe qui traverse une période mauvaise, qui vient de prendre 4-0, qui n'a gagné que 2 fois lors de ses 7 derniers matchs, qui reste 5e au championnat et qui n'a plus droit à l'erreur dans sa dernière grande échéance continentale. Forcément, la pression monte. Forcément, son discours va être scruté. Et forcément, ce 4-0 pèse plus lourd qu'une simple élimination de coupe. Parce qu'il arrive au moment où Liverpool avait besoin de rassurer. Au lieu de rassurer, il a offert une image de fragilité mentale et défensive extrêmement inquiétante. À l'inverse, côté City, ce match peut faire énormément de bien à toute la fin de saison. Déjà, la qualification en demi-finale est une performance en soi, surtout avec cette régularité folle dans la compétition. Ensuite, la manière compte énormément. City n'a pas juste gagné. City a retrouvé quelque chose qui ressemblait à sa version la plus froide et la plus punitive. Guardiola était suspendu, mais son équipe a livré un football qui lui ressemblait complètement dans la gestion des temps faibles et dans la violence infligée une fois l'avantage pris. Et puis surtout, ce match redonne du poids à une idée qui commençait à revenir autour d'eux. City peut encore sauver très fort sa saison. Oui, il y a eu des frustrations. Oui, le titre en championnat semblait compliqué. Oui, l'élimination européenne par le Real Madrid a laissé des traces. Mais cette équipe vient de battre Arsenal en finale de League Cup avant la trêve, puis de pulvériser Liverpool 4-0 en quart de finale de FA Cup. Ça veut dire qu'au moment où beaucoup voulaient déjà les voir glisser doucement vers une fin de cycle, ils sont en train de remettre des trophées potentiels au centre de leur printemps. Et moi, je pense qu'on sous-estime souvent l'effet psychologique de ce genre de séquence. Quand tu gagnes une finale, puis que tu balayes Liverpool avec un Haaland retrouvé, un Semenyo très juste, un Cherki inspiré et des jeunes comme O'Reilly qui prennent de l'épaisseur, tu redonnes de la foi à tout le groupe. Et un City qui retrouve la foi, c'est une très mauvaise nouvelle pour tout le monde. Il faut aussi dire un mot sur la lecture tactique générale du match. Parce que moi, je trouve que City a été très intelligent dans sa manière d'accepter certaines séquences sans se désorganiser. Liverpool a commencé avec de bonnes intentions, mais City n'a pas couru partout pour répondre au chaos. Il a plutôt attendu les mauvais gestes, les pertes, les imprécisions. Et quand l'ouverture s'est présentée, il a accéléré exactement au bon moment. Dans l'autre sens, Liverpool n'a jamais donné l'impression de pouvoir protéger son match une fois qu'il était mené. Et ça, pour moi, c'est une vraie différence de structure et de confiance. City, quand il prend l'avantage, te donne l'impression de savoir exactement ce qu'il doit faire du match. Liverpool, quand il encaisse, te donne l'impression de devoir réinventer quelque chose dans l'urgence. C'est pour ça que les équipes de Guardiola sont aussi dures à sortir en coupe quand elles sentent qu'elles ont le contrôle du scénario. Elles n'ont pas besoin de briller tout le temps. Elles ont besoin de sentir le match. Et aujourd'hui, City l'a senti beaucoup mieux que Liverpool. Même les changements ensuite ont montré ça.
Guardiola a pu gérer, faire souffler, recevoir une standing ovation pour Haaland, alors que Slot, lui, regardait surtout comment sortir de ses cauchemars sans y laisser encore plus d'énergie mentale avant l'Europe. Et cette différence-là, elle dit tout. L'un a terminé l'après-midi dans la maîtrise d'un grand club qui avance, l'autre dans l'obligation de recoller les morceaux en urgence. Si je dois maintenant prendre position très clairement, je vais le dire comme je le ressens, ce 4-0 est mérité, mais il est aussi révélateur. Mérité parce qu'après la demi-heure initiale, City a été largement supérieur dans la surface, dans la gestion des émotions, dans l'efficacité et dans la punition. Révélateur parce qu'il montre que Liverpool aujourd'hui n'a plus du tout la stabilité d'une équipe capable d'aller chercher les très grands rendez-vous avec sérénité. Il y a encore des joueurs de très haut niveau, il y a encore des séquences de jeu intéressantes, il y a encore de quoi inquiéter un adversaire sur certains passages, mais ça ne tient pas assez longtemps et surtout, ça ne survit pas au moment de bascule. Or, c'est exactement ce qui sépare une équipe belle par séquence d'une équipe réellement prête à gagner de grands titres. City, lui, a rappelé qu'il sait encore être cette machine-là. Liverpool, lui, a rappelé qu'il pouvait encore s'écrouler à grande vitesse. Et à ce stade de la saison, ça me paraît beaucoup plus inquiétant que le simple résultat du jour parce qu'une claque, ça peut s'oublier. Une équipe qui perd ses repères quand le match chauffe, ça, c'est beaucoup plus dur à corriger en 3 jours. Et au final, ce que je retiens le plus de ce Manchester City-Liverpool, c'est même pas le triplé en lui-même, aussi fort soit-il. Ce que je retiens, c'est le contraste brutal entre une équipe qui a senti qu'elle pouvait avaler le match et une autre qui a compris trop tard qu'elle était en train de le perdre. City a fait très mal, oui, mais surtout City a joué avec une confiance qui ressemblait à celle des grandes fins de saison. Liverpool, lui, a commencé avec de l'espoir, puis a fini avec le visage d'une équipe qui ne savait plus comment stopper l'hémorragie. Haaland a repris toute la lumière. Semenyo a encore confirmé qu'il était en train de devenir un vrai joueur de grand rendez-vous. Cherki a donné du génie et du lion. O'Reilly a eu un vrai rôle dans le basculement du match. Trafford a fermé la dernière petite fenêtre rouge et Guardiola repart à Wembley avec une équipe qui recommence à faire peur. De l'autre côté, Slot repart avec un groupe blessé, une défense en miettes sur les séquences clés, un Salah qui manque même son penalty et une montagne mentale à gravir avant de revoir le PSG. Franchement, il y a des défaites qui piquent et il y a des défaites qui te mettent un miroir en pleine figure. Celle-là, pour Liverpool, c'est la deuxième catégorie.